L'humanité a une maladie mentale commune à tous, l'incapacité à s'arrêter de penser. Nous ne nous en rendons pas compte car la quasi-totalité de la population en est atteinte. Nous ne réalisons pas que nous en souffrons tous. Pourquoi il répond pas? Je suis sûr qu'elle m'en veut. Est-ce qu'il l'a mal pris? Est-ce que j'ai bien fait? Nous prenons tous part à cette folie collective de manière inconsciente puisqu'elle n'a jamais été remise en question publiquement. 80 à 90% de la pensée chez l'humain est non seulement répétitive et inutile, mais également dangereuse en raison de sa nature souvent négative et dysfonctionnelle. Si on met de côté les 10 à 20% de pensées fonctionnelles comme la survie et de pensées intuitives qu'on appelle les idées, ce qui reste sont des problèmes imaginaires, créés de toutes pièces par notre mental. De faux problèmes sur lesquels notre mental se fait les dents, comme les chiens le font avec les os. Ces problèmes naissent lorsque notre mental est dissocié de notre conscience, ce qui arrive 80% du temps. La pensée seule devient alors stérile, insensée, destructrice, et va parfois jusqu'à tuer son hôte. La pensée invente des problèmes fictifs et nous fait croire que davantage de pensées permettront de régler ces problèmes artificiels. Mais notre mental ne peut pas nous aider à résoudre des problèmes qu'il a lui-même créés. Croire qu'un problème créé par le mental peut être résolu grâce au mental ne fait que renforcer et crédibiliser un problème ou une situation qui n'existe pas. Et même quand le problème est réel et qu'il y a des actions à mettre en place, nous ne serons jamais malheureux à cause du problème en question, mais à cause des pensées qui accompagnent le problème. Il faut ainsi toujours dissocier la situation, qui est toujours neutre, de nos pensées, qui sont toujours orientées. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas notre mental. Nous nous sommes identifiés à cette voix, à ce mental. Pourtant ce n'est pas nous. Ce n'est qu'un outil que nous sommes libres d'utiliser quand cela est nécessaire. Lorsque l'on réalise cela, on peut commencer à observer son mental, et alors nous sortons du piège du mental qui crée des problèmes insolubles. Le mental vit du temps, plus exactement du passé et du futur. Il utilise le passé pour nous faire culpabiliser sur des choses que nous aurions dû faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, et il utilise le futur pour nous faire peur sur ce qu'il va se passer ou ne pas se passer. Son objectif est donc de fuir à tout prix le présent. Pourquoi ? Parce que l'instant présent signe l'arrêt de mort du mental. En effet, les problèmes n'existent pas dans le présent. Essayez, posez-vous la question. Quel problème ai-je là maintenant ? À moins qu'un chien enragé et agressif ne vienne de faire irruption dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous n'avez pas de réel problème dans l'instant présent. Nous pouvons en avoir dans un futur incertain, mais il n'y a aucun moyen d'y faire face puisque cette situation n'existe pas. Ainsi, conscient que nous pouvons trouver la paix dans l'instant présent, le mental fera tout pour dissimuler le présent derrière le passé et le futur. Pour nous libérer du mental, il nous faudra donc nous libérer du temps et accepter que nous ne sommes pas nos pensées contrairement à ce que sous-entendait Descartes. Pour ce faire, il faudra apprendre à dépasser le mental et reprendre contact avec le vrai soi qu'on appellera ici l'être, ce qui impliquera un travail de lâcher-prise, d'absence de jugement et d'ouverture. L'ego est comme une tempête, alimentée par le carburant qu'est le mental. Il est difficile de les dissocier. La structure de l'ego ne change jamais. Elle est composée des formes pensées moi, mon, plus que, je veux, j'ai besoin, je dois avoir et pas assez. Mais son contenu, lui, change en permanence. Bien qu'au final, l'émotion qui gouverne l'ego reste la peur. La peur de n'être personne, la peur de ne pas exister, la peur de mourir. De multiples peurs que l'ego va tenter de masquer avec une relation intime, une nouvelle possession ou une victoire. Des illusions qui ne rassureront jamais l'ego très longtemps. En haut de la structure de notre dysfonctionnement collectif se trouve donc le mental et l'ego. Le bloc est directement lié à notre perception et utilisation du temps. Le temps n'existe pas, c'est une illusion. Seul le présent existe. Il y a des moments où l'on se rappelle du passé et des moments où l'on imagine le futur. Mais cela se passe dans le présent. De plus, la mémoire du passé n'est jamais qu'une vision déformée d'événements n'existant plus. Et le futur n'existe jamais comme le mental l'imagine. On distingue alors le temps psychologique, qui est la projection du soi permanente dans le passé et le futur, et le temps horloge, qui est de faire des erreurs dans le passé et en tirer une leçon dans l'instant présent, et d'anticiper des faits essentiels. Quand nous utilisons le temps psychologique, nous subissons culpabilité et anxiété en étant en permanence dans le passé ou dans le futur. Quand nous utilisons le temps horloge, alors le présent devient notre lieu de résidence principale, et nous accordons de brèves visites au passé et au futur lorsque nous devons affronter les aspects pratiques de notre vie. L'ego a besoin du passé pour survivre. Il a besoin de l'identité que nous nous sommes créés à partir des événements passés,
sans quoi nous ne serions personne. Nous pensons qu'il nous faut plus de temps pour comprendre le passé et nous en libérer. Cela se traduit par de la tristesse, des regrets, du ressentiment, de l'amertume et toute autre forme d'absence de pardon. Il est impossible de trouver la paix dans le passé, c'est un trou sans fond, avec un contenu infini. Mais il est possible de trouver la paix dans le présent. Alors laissez mourir le passé à chaque instant, vous n'en avez pas besoin. L'ego utilise également le futur pour nous projeter en permanence dans une situation où quelque chose se produirait, chose qui nous rendrait bien, heureux, en paix. Il réduit ainsi l'instant présent à un moyen qui nous permettrait d'atteindre un but dans le futur, une fin qui n'existe jamais que dans le futur projeté par l'ego. Et lorsque le but est finalement atteint, il ne nous satisfait pas bien longtemps. En effet, l'ego trouve bien plus de satisfaction dans le vouloir que dans l'avoir. Ainsi, cette maigre satisfaction d'avoir est toujours supplantée par le besoin d'avoir plus. Nous pensons peut-être qu'il nous faut plus de temps pour résoudre nos problèmes, ou atteindre nos objectifs. Mais les problèmes et objectifs ne cessent jamais. Dès que l'un est résolu, un autre prendra le relais. Et si toutes ces problématiques étaient miraculeusement résolues sans que nous soyons devenus plus présents et plus conscients, alors nous nous retrouverions tôt ou tard avec des problèmes et des souffrances similaires. Notre but n'est plus alors de résoudre tel ou tel problème, mais de changer le logiciel dysfonctionnel qui nous fait réagir à ces situations. Et cela ne peut se faire que dans le présent. Néanmoins, plus nous prenons conscience du moment présent, plus l'ego réalise qu'il est menacé. Le mental résiste, il se bat pour avoir le contrôle, il manipule, il agresse, il essaye de prendre et de posséder. Il faut donc se préparer psychologiquement à qu'il se batte et résiste pour nous faire sortir du présent. Plus nous deviendrons conscients, plus l'ego sera agressif et nous poussera vers nos derniers retranchements, jusqu'au jour où nous ne serons plus affectés par lui. Le mental et l'ego utilisent donc le temps psychologique pour nous éloigner du moment présent. Si nous arrivons à nous détacher du temps, une première étape est franchie. Alors nous serons confrontés à un nouveau mécanisme de l'ego, le corps de souffrance. Le corps de souffrance est la partie qui retient toutes les émotions douloureuses comme la colère, la jalousie, la tristesse, la haine ou la déprime. De la même manière que nous nous identifions à l'ego, nous nous identifions à notre corps de souffrance. Or, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Comme l'ego, le corps de souffrance ne désire pas que vous l'observiez directement, auquel cas il perd son pouvoir. De ce fait, il est assez facile de s'en débarrasser. Dès que vous ressentez son champ énergétique et que vous lui accordez votre attention, l'identification est rompue. Lorsque le corps de souffrance s'active, concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit du corps de souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là. N'y pensez pas, ne transformez pas le sentiment en pensée. Ne le jugez pas, ne l'analysez pas, ne vous identifiez pas à lui. Si vous laissez évoluer vos sensations sans résistance, la souffrance partira en quelques minutes. Pour la mise en pratique réelle, je vous renvoie vers la méthode Tipeee, en lien dans la description. Il faut aussi savoir que le corps de souffrance et l'ego s'entre-alimentent. Notre corps est doté de sa propre intelligence. Il réagit à ce que le mental dit. Ainsi, l'émotion peut être provoquée par une pensée et à l'inverse, lorsque l'émotion apparaît d'elle-même, le mental ira inventer des pensées pour justifier la présence de cette émotion, créant ainsi un cercle vicieux de pensées et d'émotions négatives. Lorsque nous sommes à la merci du temps psychologique, c'est-à-dire perdus dans le passé et le futur, et soumis à notre corps de souffrance, un autre mécanisme voit le jour. On l'appelle le mélodrame. La culpabilité naît dans le passé et l'anxiété dans le futur. Dans cette situation, le présent n'existe plus. Nous créons ainsi le temps psychologique qui donne naissance au mélodrame. Sous-entendu, lorsque nous ne sommes pas dans l'instant présent, nous sommes dans le mélodrame. Mélodrame qui se manifeste sous la forme de conflits, de problèmes, de rapports de force, de violences émotionnelles. Mettre fin au mélodrame signifie être plus présent, ce que l'ego refuse, d'où la nécessité de ne plus s'identifier à notre ego et à notre mental. Lorsque vous n'êtes plus identifié à votre mental, il devient impossible de se disputer avec vous. Quand vous n'êtes plus guidé par votre mental, vous pouvez exprimer le fond de votre pensée clairement et fermement, sans aucune charge réactive, sans attitude défensive ou hostile. Et lorsque la prochaine fois que quelqu'un vous accusera de ceci ou de cela, remettra en question la façon dont vous faites les choses, ou encore une mésentente au sujet de l'argent, vous pourrez sentir les émotions vous envahir, entendre votre voix devenir cassante, stridente, plus forte ou plus grave. Observez votre mental qui se démène pour défendre vos positions, se justifier, attaquer, faire des reproches. À ce moment, soyez témoin de votre réaction. Réveillez-vous de ce moment d'inconscience.
Ce travail nécessite plus de lâcher prise dans notre vie en opposition à la résistance, troisième pilier fondamental dans la structure de l'ego. La résistance apparaît lorsque l'on refuse ce qui est. Sur le plan mental, la résistance est une forme de jugement. Sur le plan émotionnel, c'est une forme de douleur. Dans les deux cas, la résistance est de la négativité. Pourtant, nous résistons à tout le temps. L'ego nous fait croire que cette résistance à ce qui est une force, alors qu'en réalité, cette résistance ne provoque que négativité et nous coupe de notre être. La résistance, c'est en réalité de la faiblesse et de la peur qui se font passer pour de la force. Lorsqu'on réalise que ce ne sont jamais les circonstances d'une situation qui créent la souffrance, mais bien notre résistance, alors nous devenons invulnérables. Mais alors comment mettre fin à la résistance de ce qui est ? Si vous ressentez de la colère, de la jalousie, du chagrin, du désespoir, de la peur, de la solitude, une attitude défensive, une pulsion à vouloir vous disputer, ou le besoin d'avoir raison, reconnaissez la réalité de ce moment et appropriez-vous cette souffrance. Permettez-lui d'être là sans lutter. Lâchez totalement prise en acceptant sa présence. Vous pensez peut-être que cela vous fera exploser, mais c'est l'inverse qui se produit. C'est lorsqu'on résiste à une sensation de colère, en refusant cette émotion qu'elle se décuple et explose. Et c'est lorsque vous acceptez totalement la sensation en la laissant évoluer sans la juger qu'elle se dissipe d'elle-même. Faites face à la souffrance. Sentez-la pleinement sans y réfléchir. Focalisez-vous uniquement sur la sensation qui vous habite sans laisser le mental créer de scénarios. Accordez toute votre attention à l'émotion et non pas à la personne, à l'événement ou à la situation qui l'a déclenché. Autrement dit, vous ne devez pas résister à la souffrance. Donnez-lui la permission d'être là. Cela ne signifie évidemment pas que nous devons rester stoïques face à une situation qui exige une action immédiate, comme porter secours à une personne qui se fait agresser. Et si ce n'est pas le cas, nous pouvons, si nous le voulons, rappeler à la personne que son comportement est inacceptable. Savoir dire non, fermement et calmement. La différence est que cette personne n'a plus le pouvoir d'influencer notre état intérieur. Nous sommes alors sous notre pouvoir. Nous sommes libérés de notre ego et de celui des autres. De manière générale, reconnaître et accepter les faits amène à une libération par rapport à eux. Quand on reconnaît que nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, cette reconnaissance crée paradoxalement une atmosphère de calme intérieur. Alors pardonnez-vous de ne pas être en paix. Ainsi, le mental et l'ego nous imposent le temps psychologique et le corps de souffrance, donnant naissance au mélodrame. La résistance intérieure va-t-elle former un couple avec le quatrième pilier de la structure du mental, l'identification à ce dernier. L'identité que nous nous sommes créée provient entièrement de l'activité mentale. Elle est déconnectée de l'être. Associer notre identité à notre mental, c'est croire que nous sommes nos pensées, nos émotions et notre passé. Et plus nous sommes identifiés à nos pensées, nos goûts, nos jugements et à nos interprétations, plus la charge émotionnelle est lourde. Notre identité est alors vulnérable, toujours en manque de quelque chose, soit guidée par la peur de perdre quelque chose, soit par le désir d'avoir plus. A contrario, l'être, lui, conscient de l'impermanence des choses, n'a ni désir ni peur. Il se contente d'apprécier ce qu'il a dans l'instant présent. Tant que nous resterons identifiés à notre mental, nous aurons besoin de problèmes, de conflits et d'ennemis. Nous en voulons aux autres parce qu'ils sont inconscients. Ils sont cupides, malhonnêtes et ils manquent d'intégrité. Nous leur en voulons pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient et n'ont pas fait, pour ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire. Et qui fait ça ? Qui juge ? L'inconscience qui est en nous, l'ego. Mais en réalité, nous ne sommes pas notre ego, et nous ne sommes pas notre mental. Nous sommes la conscience qui observe le mental. En arrière, il y a la conscience, et en avant, la voix, le penseur. Lorsque nous réalisons cela, nous commençons à nous libérer de l'ego. À chaque fois que nous reconnaissons que nous ne sommes pas notre ego, il s'affaiblit un peu plus, et ne représente guère plus qu'un vieux schéma conditionné par des milliers d'années d'inconscience humaine collective. Reconnaissons l'ego pour ce qu'il est, à savoir un dysfonctionnement collectif, la folie de l'esprit humain. Car lorsque nous reconnaîtrons que tout le monde souffre de la même maladie mentale, chacun à son échelle, alors naîtra en nous la compassion. Nous n'aurons plus besoin d'alimenter les échanges et relations fondés sur l'ego, avec une réactivité à toute épreuve que l'ego apprécie tant. Lorsque nous nous sommes désidentifiés de notre mental, avoir tort ou raison n'a plus d'importance. Le besoin compulsif de répliquer qui est une forme de violence n'existe plus. Nous pouvons alors nous exprimer clairement et fermement, sans charge agressive ou posture défensive.
En conséquence, conflits, mélodrames, chagrins et jugements n'existent plus dans notre réalité. Nous sommes libérés du mental et faisons de la place pour accueillir l'amour, la joie et la paix. Se réapproprier notre conscience au détriment du mental prend du temps. Cela se manifestera au début par de courts instants, quelques secondes de vide mental, à savoir la conscience sans la pensée. La conscience sans la pensée apporte la paix et la sérénité. A l'inverse, la pensée sans la conscience est stérile, insensée et destructrice. Il est donc essentiel pour nous d'être plus conscients au quotidien dans les situations ordinaires. Une façon très efficace de le faire consiste à détourner votre attention de la pensée pour la diriger vers le corps physique et toutes les sensations qu'il comporte. D'une certaine manière, penser avec son corps. L'identification au mental est immédiatement rompue. Vous êtes ancré dans le présent et ne vous égarerez ni dans le monde extérieur, ni dans le mental. Cette conscience est le véritable salut. C'est la libération de la peur, de la souffrance, de la sensation de manque et d'insuffisance, la libération de tout besoin, attachement et de toute cupidité. C'est sortir de la pensée compulsive, de la négativité et surtout du passé et de l'avenir en tant que besoin psychologique. À chaque fois que le mental et l'ego prendront possession de nous, il suffira de s'en rendre compte pour sortir de leur emprise. C'est là que commence l'éveil, à savoir un basculement où la conscience devient le maître. En résumé, le mental et l'ego créent temps psychologique et corps de souffrance, donnant naissance au mélodrame. L'ego crée également la résistance intérieure et l'identification au mental, qui, eux, donnent naissance au jugement. Un des mécanismes favoris de l'ego qui lui assure sa survie est le jugement. En effet, lorsque nous jugeons une personne ou une situation, cela sous-entend que nous avons raison, et que quelqu'un doit avoir tort. En se donnant raison, on se sent supérieur. Et il n'y a rien qui renforce plus l'ego que cela. L'ego nous fait croire que pour faire preuve de force, il faut réagir. Réagir à tout, tout le temps, à chaque petite chose qui ne correspondrait pas à notre état d'esprit. Pourtant, ne pas réagir, ce n'est pas faire preuve de faiblesse, mais de force. Cela nous permet non seulement de dépasser notre ego, qui désire le conflit plus que tout au monde, mais également de participer à la dissolution de l'ego collectif. Cela ne veut pas dire que nous devons tout laisser passer. Si ce que nous entendons nous paraît intolérable, nous pouvons énoncer simplement ce que nous savons être vrai. L'ego ne joue aucun rôle du tout, puisqu'il n'y a aucune identification au mental. Voilà la structure du mental et de l'ego. Voilà ce qui rend notre monde aussi dysfonctionnel. Une fois que nous saisissons comment fonctionne le mental humain, il devient plus facile de le démanteler. Ce qui alimente tout ce processus, c'est l'activité mentale. Nous avons vu que vivre l'instant présent met fin au temps psychologique, qu'accueillir ses émotions met fin au corps de souffrance, que le lâcher-prise dissout la résistance intérieure, et que la conscience, la présence, met fin à l'identification au mental. Ces vertus éliminent d'office les notions de mélodrame et de jugement. Et dans l'ensemble, notre travail est de remplacer l'ego et le mental par l'être. Qu'en est-il de l'activité mentale de manière plus générale ? Comment la stopper ? Par la méditation. La méditation est le fer de lance du chemin spirituel. Seule sa pratique quotidienne nous permettra de mettre en pratique le pouvoir du moment présent, nous désidentifier de l'ego, ne plus être dans le jugement et le mélodrame, sortir du conditionnement du mental, dissoudre le corps de souffrance et appliquer au quotidien le lâcher-prise. Parce qu'en soi, nous pourrions apprendre par cœur tous les thèmes qui ont été évoqués précédemment, cela ne changerait rien à notre condition d'être humain dominé par le mental. La connaissance de la structure de l'ego ne permet pas la transformation. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ménager un espace au sein duquel la métamorphose peut se produire. Et comment créer cet espace ? Par une méditation quotidienne. Des ponts commencent à se former entre la science et la spiritualité sur le sujet de la méditation. Il est maintenant prouvé que la méditation quotidienne réduit le stress, l'anxiété, la dépression et améliore la compassion, la bienveillance et la concentration par une reprogrammation du cerveau, ce qui revient en fin de compte à notre capacité à être plus présent. Concernant la pratique, il n'y a pas de règle. Choisissez la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Choisissez le temps que vous souhaitez y consacrer. La musique que vous voulez écouter ou non. Choisissez de vous focaliser sur votre respiration ou vos sensations, ou encore observer vos pensées. Choisissez d'avoir les yeux fermés ou ouverts. Cela importe peu à partir du moment où vous prenez ce temps quotidien pour reprogrammer votre cerveau. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il n'y a que la méditation et l'absence de méditation.
La méditation est donc le cœur du travail à effectuer pour se libérer du mental. Le sport et l'art sont également des formes de catharsis vis-à-vis de nos émotions. Lorsque le mental influe trop sur votre corps de souffrance, vous pouvez utiliser la méthode Tipeee en description pour désactiver les émotions envahissantes. Lorsque votre mental est tout simplement trop envahissant et qu'il vous assène de questions, vous pouvez simplement lui répondre « Je ne sais pas ». Cela calmera temporairement le mental. Lorsque vous n'arrivez plus à prendre du recul sur les circonstances extérieures, je vous invite à visionner le film documentaire Samadhi en description. Une autre chose à faire au quotidien est de respirer correctement. Nous avons le réflexe inconscient d'inspirer en contractant le ventre et d'expirer en relâchant le ventre. Il faut faire l'inverse. À chaque fois que vous vous sentez anxieux ou stressé, surveillez votre respiration, inspirez en gonflant le ventre et expirez en relâchant le ventre. Néanmoins, tout le monde ne peut pas se sortir de la souffrance et de l'inconscience grâce à des vidéos YouTube ou des livres. Ainsi, pour de nombreuses personnes, se faire aider dans ce chemin peut être primordial. Cela peut passer par des thérapeutes, des énergéticiens, des magnétiseurs ou encore des chamans. Cela variera en fonction de la sensibilité de chacune et chacun. Il y aura toujours des situations où tout ce qui est décrit dans cette vidéo devient stérile. Difficile d'appliquer le pouvoir du moment présent lorsqu'on vit dans un pays en guerre, lorsqu'on vit une souffrance physique intense ou que nous avons perdu quelqu'un de proche. Mais si nous pouvons nous libérer de la souffrance généralisée que vit l'humanité, alors la démarche reste primordiale. Nous avons deux missions de vie. Une extérieure, qui varie selon les personnes et le temps. Cette mission de vie est personnelle à chacun et change à tout instant en fonction des circonstances extérieures. Cela peut être de réussir ses examens, trouver un poste, créer une entreprise, acheter une maison, fonder une famille ou encore synthétiser la structure de l'ego dans une vidéo sur YouTube. Ce but extérieur est un jeu que nous pouvons continuer de jouer tout simplement parce que cela nous amuse. Mais lorsque vous aurez atteint l'ensemble de tous vos buts extérieurs, vous pourrez ressentir une sensation de vide, de manque. Ce vide, c'est la réalisation que vous avez un but intérieur non comblé. Ce but, c'est l'éveil. La principale raison d'être dans la vie est d'illuminer le monde de la lumière de la conscience. Pour réussir cette mission de vie intérieure, nous devons rester vigilants et très présents. L'enseignement de l'éveil doit rester notre principal objectif, et la paix, le plus précieux cadeau à offrir au monde. Tel est le sens de notre existence. Notre but extérieur est toujours secondaire. Chaque fois que nous sommes anxieux ou stressés, c'est que notre raison d'être extérieure a pris le dessus et que nous avons perdu de vue notre raison d'être profonde. Les circonstances extérieures ne doivent pas influer sur notre monde intérieur d'une manière particulière. Pour trouver la paix, il faut devenir une roue automotrice, devenir autonome, devenir un univers en soi-même. Notre expérience de la vie ne dépend plus des phénomènes changeants. Jiddu Krishnamurti a dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. » La société nous a dit « Accumule des biens matériels et tu seras heureux. » Or, nous n'avons qu'à voir ce qu'il se passe autour de nous pour comprendre que cela est faux. L'humanité est une espèce dangereusement désaxée et très malade. Nous prenons part à cette folie collective en restant identifiés à notre ego, qui est une forme de démence. Démence qui se transmet de génération en génération, par un mental conditionné par notre éducation, notre culture, notre famille et notre environnement proche. Nous n'avons pas à nous en vouloir. Nous sommes tous victimes et inconscients de cette maladie mentale. La seule attitude saine à adopter est la compassion envers nous-mêmes et le reste de l'humanité qui souffre tant de sa condition. La spiritualité en général veut que notre conscience ne se limite pas à notre corps physique. Ainsi, en marchant sur le chemin spirituel, Eckhart Tolle dit « Vous prendrez peu à peu conscience que vous n'êtes pas qu'un fragment insignifiant qui flotte, brièvement suspendu entre la naissance et la mort, dans un univers étrange, et qui a le droit à quelques plaisirs éphémères pour ensuite connaître la douleur et l'anéantissement final. » En réalité, peu importe ce qu'il y a ou n'a pas après la mort. Peu importe qu'il s'agisse d'une réincarnation, du paradis ou du néant. Parce que même s'il était prouvé de manière irréfutable qu'il n'y a rien que le néant après la mort, cela ne changerait rien au fait qu'apporter la paix autour de soi est la seule source de satisfaction fondamentale d'un être humain qui a appris à se dissocier de son ego. Et là, du coup, c'est le dernier mot que je dis, dernière phrase. Et le reste, c'est juste des trucs que je vais mettre en... Enfin, je vais écrire des phrases sur un fond blanc. Où je vais dire, contrairement à ce que j'ai annoncé sur la première vidéo, j'ai finalement créé du nouveau contenu sur la chaîne Synthèse Lucide, avec le monde derrière le mental. Ah ouais, c'est le nom de la vidéo, le monde derrière le mental. Enfin, je pense. Okay. Les encouragements en commentaire de la première vidéo m'ont motivé à continuer à synthétiser les sujets qui me tiennent à cœur. Comme expliqué dans le monde de 2020 à 2030, donc la première vidéo,
L'humanité va faire face à des situations difficiles. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de sortir de l'ego, de devenir plus présent, plus conscient. Je ne m'engage pas sur la production de nouvelles vidéos. Je tiens à préciser que je ne suis pas un thérapeute ou un professionnel en psychologie, sophrologie énergétique, etc. Je ne pratique ou n'adhère à aucune religion. J'ai simplement essayé de synthétiser de la manière la plus claire possible les travaux, entre autres, d'Eckhart Tolle. La vidéo est démonétisée, merci pour votre attention. Génial. Parfait, et ben voilà. Et la dernière phrase est cool, du coup, elle est quand même assez. Ah oui, le bonheur, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, je le pense sincèrement, je pense qu'il y a un moment où, quand t'as vraiment dépassé tous les schémas mentaux, bah, le seul truc qui vraiment te donne du sens, c'est apporter le bonheur. Bah ouais, c'est de l'avoir pour toi et pour les autres, quoi. Pour le coup, ça peut paraître un peu con, mais en même temps,